Hello hello les amis, il est là le gros bébé. Voilà. Salut Julien. Et bah écoute, bien content aujourd'hui de faire cette vidéo sur Frosthaven. Est-ce que c'est le Gloomhaven 2.0? On va essayer de répondre à cette question. On va y répondre. Alors là ici, on va parler, vous montrer les exemples sur la version Kickstarter. Alors là, globalement, cette boîte que vous allez voir là, c'est ce qu'on a aussi en version retail. Et après, il y a d'autres choses, on en parlera, ce qui est en bonus sur la version Kickstarter. Pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui? Parce que à l'heure où on vous parle, c'est-à-dire là, depuis 2 jours, il est arrivé à la boutique Garageux et pas qu'à la boutique Garageux. Moi, j'en ai pour l'instant pris 2 exemplaires s'il y en a qui veulent commander sur la boutique en ligne. Je fais le petit côté coup de pub, je crois qu'il est dans les... Alors, prix officiel, c'était 250. Sur les boutiques en ligne, globalement, vous le trouvez à 230 et quelques. Et moi, je l'ai mis à 215 avec les stickers aussi en plus qui vous permettent de pouvoir les enlever pour refaire une campagne. Et donc, moi, j'ai pris 2 boîtes si jamais ça intéresse du monde pour soutenir la Garageux. Et puis, parce que si vous avez envie, évidemment, de jouer à ce Gloomhaven 2.0 ou pas, on va le voir après. Et puis, bah, comme ça, de façon un peu objective aussi, toi, tu vas nous dire ce que t'en penses, parce que t'as lu les règles, parce que t'as commencé le premier scénario, t'avais joué à Gloomhaven, évidemment, moi aussi, au Mâchoire du Lion. Donc on va un peu comparer tout ça, c'est-à-dire Mâchoire du Lion, Gloomhaven, Frosthaven, pourquoi du comment, est-ce que ça vaut le coup de commencer ou pas de commencer, ou de recommencer, etc. Et donc il y a plein de choses, hein. Il faut savoir que Gloomhaven, ça a été quand même pendant plusieurs années, et c'est toujours d'ailleurs je crois, le jeu sur BGG numéro 1 des... Il était longtemps dans les top jeux, ouais, en tout cas top jeux sur BGG, parce que ça a été vraiment, je sais que moi à l'époque où je m'étais mis sur Gloomhaven de Isaac Child, c'était le premier à proposer une campagne aussi longue, 100 heures de jeu. Alors il y a déjà eu des jeux, évidemment il y en a d'autres, des jeux qui sont sortis avant, mais ça a été vraiment celui qui a marqué entre guillemets, comment dire, je pense qu'il a marqué son temps à l'époque par son gameplay, faut le dire ce qui est, hein, c'est par son gameplay, par le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de propositions ludiques de cette envergure-là à ce moment-là, parce que maintenant, si on regarde, on a quand même beaucoup d'autres choses qui sont faites en dungeon crawler de manière assez générale. Donc on va dire qu'il est plus seul en fait sur ce terrain-là. Ah, ouais. Mais le fait qu'il ait été le premier, je te rejoins juste 2 secondes. Ouais. Il y en avait d'autres évidemment. Il y avait Descent V1, V2, il y avait des requests, plein de choses, mais c'était pas dans le même genre, c'était pas dans le même. Et puis c'était pas aussi ambitieux. Je veux dire un Descent, un HeroQuest, c'est pas. Oui, après Descent, il y avait beaucoup d'extensions. Shadow of Brimstone existait avant aussi, je pense. Tu vois, il y en a d'autres qui existaient. Oui, mais mais pas ce gameplay. En tout cas, c'est pas un gameplay euro. C'est une boîte aussi grosse avec autant d'heures de jeu dedans, avec autant de personnages, avec ça, je pense que c'était un peu précurseur, ce qui est plus le cas maintenant. On voit maintenant, en fonction de comment ils s'orientent, plus jeu d'aventure ou plus dungeon crawler, narratif ou moins et autres. Bon, Gloomhaven reste une référence avec ses forces et ses faiblesses, et on voit qu'il continue à travailler sur ça, puisque donc on a Frosthaven qui était sorti en anglais il y a 2 ans ou 3 ans je crois, maintenant qui est en français, et moi je vais recevoir dans pas longtemps la V2 de Gloomhaven, parce que bon bah moi je suis un mordu, donc de toute façon là faut pas si vous aimez pas Gloomhaven, il faut tout de suite passer votre chemin, comme je disais à Gabriel, parce qu'on reste vraiment dans l'ADN de ce jeu là, mais après voilà, on va voir quand même comment ça a évolué. Je rejoins sur ce que tu disais, effectivement. Alors je reprends juste un tout petit truc, c'est que si vous avez pas aimé Gloomhaven dans sa mécanique de jeu, voilà, parce que c'est vrai que moi du coup Gloomhaven ça a été une grande frustration, on y reviendra un peu plus tard, mais j'adore la mécanique de Gloomhaven, mais par contre je suis frustré sur d'autres choses, sur l'histoire, sur les scénarios, sur plein d'autres choses, et du coup aujourd'hui c'est l'idée, c'est est-ce que dans les 2 boîtes que j'ai, est-ce qu'il y en a une que je vais ouvrir, c'est un peu de dire qu'est-ce que Frosthaven apporte en 2.0 par rapport à Gloomhaven. S'il y a des gens comme moi qui aiment bien la mécanique du jeu, mais qui ont été lassés pour certaines choses, on y reviendra tout à l'heure, pour des histoires, voilà, d'histoires et compagnie. Donc c'est vrai que comme tu l'as très bien dit, par contre, si vous aimez pas, si vous avez joué à Gloomhaven V1 et que vous avez pas aimé la mécanique, que vous voulez des lancers de dés, que vous voulez plus de hasard, que vous voulez moins un jeu euro, parce que ça reste un jeu euro hein, dans sa mécanique de jeu, évidemment, là de suite, vous allez pouvoir économiser du temps sur cette vidéo. Par contre, si jamais vous étiez réticent, etc., l'idée c'est, est-ce que ça vaut le coup si vous n'avez pas joué à Gloomhaven de jouer à cela, est-ce que ça vaut le coup si vous avez joué à Gloomhaven de jouer à cela, tout ça on va y répondre au fur et à mesure. Si vous avez jamais joué même. C'est ça. Et si vous avez jamais joué, est-ce que ça vaut le coup d'aller là, ou est-ce que vaut mieux faire d'abord Gloomhaven? Il y a aussi ces questions-là qui se posent. Tout à fait, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous définir un peu, effectivement, ce gros bébé qui vient de... Donc là, déjà, c'est une boîte énorme, comme vous voyez, ça a été ça aussi, hein, je pense, Gloomhaven, au moment où c'est sorti, c'était la grosse boîte, enfin, tout le monde était là, qui pèse 14 kilos, quoi. Qui pèse son poids, donc là, elle est plus haute de 2-3 cm, bien de 2-3 cm, et surtout, elle est mieux rangée. Donc,
déjà, premier point, Gloomhaven, c'était un peu la boîte, un peu tout en vrac. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des petites trucs en mousse là qui étaient là pour caler, donc c'était pas forcément super optimisé. Moi, je me souviens que j'avais découpé les formats, les silhouettes des figurines dans les mousses pour pouvoir les ranger, pour pouvoir faire, enfin bon, un truc incroyable, pour pas avoir à acheter un organizer parce que là, ça rajoutait quand même un peu du prix. Et on voyait que c'était un peu le bazar, quoi. C'était vraiment ça. Donc là, ils ont fait une boîte plus grosse, mais en plus mieux rangée. Donc il y a beaucoup de matos, et il y en a plus que dans Gloomhaven qui était déjà énorme. Donc là, on est encore plus énorme. Donc on est sur quelque chose d'encore plus. Donc c'est encore plus de Gloomhaven. Alors, quand tu dis, je relance là-dessus, il faut savoir que sur Gloomhaven, il y avait environ une centaine d'heures de jeu. Hein, mini, si vous voulez pas, vous pouvez jouer encore plus long, mais je veux dire, dans la boîte de base, si vous voulez faire les scénarios sans avoir à refaire tous les trucs, en plus il y avait les extensions après tout ça, mais sinon il y avait bien 100 heures. Est-ce que sur celui-là, ils estiment la campagne, ils en parlent là-dessus? Ah ben de toute façon, c'est pas compliqué, on va être encore au-dessus. Je crois que Gloomhaven, on était à un peu moins de 100 scénarios. Là, je crois, on regardera après, mais on est à 128 ou 138, donc on est déjà à plus de scénarios. On les fait pas tous, hein, mais non, on les fait pas tous, mais malgré tout, bon, c'est sûr que déjà il y a plus de tout. Quoi. Ouais, il y a plus de plus. Ça peut, c'est dingue pour quelqu'un qui a vu ce que c'était Gloomhaven, et là on dit qu'il y a encore plus. Donc il y a voilà, si on compare heure de jeu, prix. Oui, parce qu'après on va dire effectivement ça fait 14 kilos. Alors la fois les gens pourraient dire ah oui, mais malgré tout à l'époque combien il était le Gloomhaven, après ça a évolué les prix, mais sur celui-là c'est que toi tu as la version KS, on va dire que ça t'a coûté dans les 240 € si tu prends la TVA, les taxes, machin. Et là du coup moi je dis on est à 215. Enfin moi je le fais à Garageux à 215 sur garageux.shop. Je vous mettrai en description si vous êtes intéressé. Je vous mettrai même pour ceux qui suivent la vidéo, je vous mettrai même un coupon de réduc si jamais vous voulez pour les frais d'envoi et tout. Mais c'est vrai que globalement ça fait quand même un budget. Faut pas se le cacher, hein, ça voilà. Donc c'est pour ça qu'à un moment, si on veut jouer à ça, ça veut dire qu'il va falloir s'y investir et autres. Mais par contre, si on accroche et qu'on commence à jouer, là, on va retrouver, on va rentrer dans son budget sans aucun problème, quoi. Après, pour quelqu'un qui est fan, bon, la question se pose assez peu, hein, enfin je pense. Mais bon, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, hop, on va ouvrir cette belle boîte. Attention, il y a la caméra en haut qui va être bloquée tellement que ça, hop là, pas vu de dessus. Là, attention, encore une fois, ça c'est ta version Kickstarter qui est en anglais. Voilà. Donc moi évidemment, j'ai les deux versions en boîte. Alors la différence juste qu'il y a, c'est que dans la boîte, nous, il y a marqué le Saltan à Havre-Blanc. Voilà, c'est un peu moche comme texte, mais bon. Donc là, vous voyez, vous voyez, j'ai déjà dépunché et organisé. Alors une des choses qui va varier par rapport à Gloomhaven, je sais pas si vous vous souvenez à Gloomhaven. Entre Gloomhaven et Gloomhaven les Mâchoires du Lion, en fait, ils ont repris des choses qui étaient très très bien qu'ils ont fait ensuite avec Mâchoires du Lion, ils les ont appliquées à Frosthaven, ce qui est une très bonne chose, notamment le fait de ranger, donc c'est un peu bête, hein, ça pouvait être complètement c'est assez incroyable, simple, mais des sachets dans lesquels on va avoir les standees pour les... Ça, c'est pas toi qui l'as fait, du coup, t'es en train de dire que ça c'était déjà fait comme ça? Oui, c'est déjà fait. D'accord, c'est déjà fait. Ça, c'est pas toi qui as mis dans les... Non, ça c'est ça, et puis on a un petit livret, je le montrerai, qui nous explique, quand vous ouvrez votre jeu, il faut faire ça, vous rangez ça comme ça vous le mettez ici et autres, donc c'est très bien fait, ce qu'il n'y avait pas dans Gloomhaven. Quand on arrivait, on avait Gloomhaven, on nous mettait ça au milieu, et puis alors là, c'était... Et donc on a les petits pions, on a donc les cartes qui vont permettre de jouer le comportement des monstres, et puis on a cette petite barre là aussi qui est la barre pour l'initiative, qui n'était pas dans le premier Gloomhaven, qui était dans Gloomhaven les Mâchoires du Lion, qui permet de bien suivre les initiatives sans avoir à se référer aux cartes et peut-être perdre le truc. Donc ils ont fait, en fait, ils ont appliqué les bonnes idées qu'ils avaient eues dans Gloomhaven les Mâchoires du Lion, et ils les ont appliqués à Frosthaven, donc ça c'est une très bonne chose. Juste avant d'aller plus loin dans la découverte du matos, peut-être c'est pour ceux qui auraient jamais joué à Gloomhaven, en 2 minutes, vraiment résumé 2 minutes,
ça va, comme tu disais, ça reprend le Gloomhaven 1, mais comme si vous connaissez pas, c'est du jeu à campagne, c'est un jeu que vous allez pouvoir jouer en solo ou à plusieurs jusqu'à 4 joueurs. C'est un jeu où vous allez avoir donc évolué votre personnage, et je disais euro parce que là dans celui-là il n'y a pas de dés, et ça va être vraiment les cartes que vous allez utiliser pour avancer dans l'histoire, etc. Et là on va voir effectivement, bah tu vas petit à petit nous expliquer tout ce que tu faisais là, de qu'est-ce qu'il y a en plus dans celui-là par rapport aux défauts. Moi sur Gloomhaven, moi ce qui m'avait gêné, j'avais fait 15 scénarios, et ce qui m'avait déplu c'était qu'en fait l'histoire, en fait il n'y en avait pas tant que ça, voire enfin voilà, il y avait des cartes citées machin, mais globalement l'histoire elle allait pas casser 4 pattes à un canard. En fait, l'histoire, elle est simple. On est des mercenaires, on est dans une grande cité. À Gloomhaven, et puis il nous arrive des choses. On va aller dans des sous-sols, on va aller dans des caves, on va faire des espèces de quêtes, des missions, avec un petit peu de narratif devant chaque scénario, avec des événements, des road events qu'on va faire, on va aller explorer et autres. Et effectivement, la plupart, alors j'ai pas compté, mais il y avait beaucoup de scénarios, et c'est une des choses qui ont un des points faibles entre guillemets du jeu, ou une des critiques, c'est que beaucoup c'était objectif, tuer tous les ennemis. Voilà, donc en gros, tu t'arrives, tu joues, tu dis bon, on va tuer tout le monde. Alors pourquoi pas, hein, évidemment, il y a plein de jeux où tu joues tous les... Mais des fois, juste le petit truc de dire, ben tiens, tu vas faire ça avec une histoire derrière, et en fonction de ce que tu peux faire dans le scénario, par exemple sur Descente, moi ce que j'adorais dans Descente, même si c'était déséquilibré, c'est qu'à un moment donné, t'avais une pierre qui te poursuivait, enfin une espèce de gros éboulis, il fallait que tu te barres, après à un moment donné, il fallait que tu ailles ouvrir des chutes d'eau pour passer sous des trucs, enfin il y avait, les scénarios te donnaient entre guillemets une aventure, comme on a pu faire sur Aridia, où il y a une histoire qui se passe, et donc tu fais tes combats, mais t'as pas l'impression de faire que ça. Et c'est vrai que sur Gloomhaven, quand j'ai fait 15 parties, j'ai joué à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs, et ben, comme tu le dis, à un moment donné, c'était très sympa dans les mécaniques, c'était très tendu, c'est quelque chose qui est vraiment, faut réfléchir, et ça, j'aime beaucoup, et c'était ma plus grande déception, en me disant, c'était peut-être mon jeu d'aventure de mes rêves, mon dungeon crawler de mes rêves, et à un moment donné, je dis, ouais, mais en fait, pour moi, en tout cas, ça en devenait répétitif dans l'approche. Même si après, ça revient, c'est l'objectif qui était, Et donc là, c'est vrai que j'attends beaucoup de me dire, ben, est-ce que, du coup, il y a une des 2 boîtes que j'ouvre ou pas, pour qu'est-ce qu'il y a vraiment eu de changé, sachant qu'entre temps il y a eu Mâchoire du Lion, tu vas nous en parler aussi un tout petit peu, qui est vraiment un accès pour les gens qui diraient mais je veux pas mettre 210 ou 240, enfin bref, dessous là-dedans. J'ai jamais joué à Gloomhaven 1 et je sais pas si ça va me plaire. Et effectivement, les Mâchoires du Lion, c'est un intermédiaire d'apprentissage. En fait, les Mâchoires du Lion, c'est moi pour reprendre un peu, en fait moi j'avais acheté la boîte numéro 1 en anglais de Gloomhaven. On avait commencé à jouer parce que j'étais complètement hypé, d'ailleurs j'avais trouvé en Belgique à plus cher, enfin bon ça avait été un truc de fou parce que c'était tombé en rupture et autres, donc on avait récupéré, j'avais commencé à jouer avec mes enfants qui étaient même plus petits qu'aujourd'hui, et c'est vrai que les règles, les mécaniques étaient innovantes, un peu nouvelles et autres, ça a été très compliqué à s'y mettre, donc on a joué un petit peu et puis après on a arrêté. Et j'ai acheté les Mâchoires du Lion, et en fait les Mâchoires du Lion c'est Gloomhaven pas à pas. Donc pour découvrir le jeu, la mécanique, savoir si ça va nous plaire, c'est le top. Franchement, c'est vraiment le top. Mise en place, tout, la mise en place, on découvre les règles petit à petit, on intègre les cartes des personnages. D'abord, c'est des cartes basiques, on a les rappels de règles sur toutes les cartes. Pour ceux qui, je vous montrerai un peu les personnages de départ parce que je les trouve sympas. Et, vous verrez un peu comment ça marche, un peu des mécaniques. Mais vraiment, on nous prend pas à pas. Et puis à la fin, des Mâchoires du Lion, on s'est joué à Gloomhaven. Et donc après, on avait repris. Donc j'avais acheté la boîte en français, donc j'avais ça t'a donné envie de repartir sur Gloomhaven. Et on est reparti à Gloomhaven, et là on a joué plus longtemps. Bon après on n'a pas pu tout faire pour plein de raisons, mais c'est ce qui nous a permis vraiment de nous remettre au jeu. Puis après bon moi j'ai joué avec d'autres personnes, enfin voilà. Et puis les Mâchoires du Lion, si jamais vous avez jamais fait de ce qu'on appelle les dungeon crawlers, land crawlers, jeux d'aventure, etc. C'est vrai que comme tu dis, quand tu as l'habitude des mécaniques, vous partez de dire, vous n'avez pas besoin d'avoir joué à à Gloomhaven ou à Mâchoires du Lion pour jouer à Frosthaven. C'est pas, ça se suit pas d'ailleurs. Donc il y a pas de souci. Par contre, si vous avez jamais joué à ce genre de jeu, c'est vrai que les Mâchoires du Lion, c'est pas mal, voire même peut-être on verra tout à l'heure, mais est-ce que quelqu'un qui a pas l'habitude de ce genre de jeu, est-ce que Frosthaven c'est fait pour lui? S'il a pas du tout l'habitude de ce genre de jeu, est-ce que c'est pas un peu lourd? Ça va être, si vraiment quelqu'un qui a jamais joué à des types de dungeon crawler comme ça, qui a envie de jouer, partir directement sur cette boîte énorme avec toutes les règles, avec parce qu'on rentrera à tout ce qu'il amène en plus.
on risque de se retrouver à pas comprendre comment on joue, à être perdu, à se décourager et à pas jouer. Même si le PAPA est plus simple que sur Gloomhaven, malgré tout. Tu disais quand même, ils te prennent plus par la main sur celui-là que Gloomhaven. Ah, pas du tout. Non, ils te prennent pas plus sur la main. Voilà, non. Donc ça reste comme Gloomhaven. C'est-à-dire qu'au début, vous avez vos 40 pages de règles à digérer, donc avec toutes les spécificités. En plus, après, on parlera des personnages qui sont vachement plus sympas, moi je trouve, que les personnages de départ de Gloomhaven, mais beaucoup plus technique à jouer. Donc quelqu'un qui connaît pas le dungeon crawler, il faut pas se lancer là-dedans tout de suite, quoi. Par contre, si vous connaissez le dungeon crawler, que vous avez l'habitude et tout, là pour le coup, allez-y, quoi. Vous avez l'habitude. T'as pas besoin de dire mince, ça faut que je me tape Gloomhaven pendant 5 heures pour jouer à celui-là. Non, on n'a pas. Mais voilà, pour quelqu'un qui veut découvrir Gloomhaven Mâchoire du Lion et qui sent qu'il peut être intéressé par la mécanique, faut pas hésiter. Mais d'abord Gloomhaven Mâchoire du Lion, on voit si ça nous plaît, et si ça nous plaît, là on bascule soit sous Gloomhaven, soit sur Frosthaven. Ou si vous avez l'habitude d'autres jeux, quoi. Ouais. Personnellement, je dirais Frosthaven, mais on expliquera pourquoi, mais voilà. Ok, voilà, c'était une petite parenthèse, mais c'est important parce que voilà, ceux qui connaissent pas, etc., de se dire où c'est que je mets les pieds et qu'est-ce que je peux faire. Donc, globalement, les Mâchoires du Lion, j'avais fait une vidéo dessus et j'explique les règles et je fais le pas à pas. Donc, je vous invite à aller voir la description si vous êtes intéressé par cela et que vous connaissez pas ce genre de jeu. Maintenant, si jamais vous avez joué avec Gloomhaven ou si jamais vous avez l'habitude des dungeon crawlers et compagnie et que vous êtes intéressé par celui-là, même si vous n'avez pas joué avec Gloomhaven, et ben ce coup-ci, la suite de cette vidéo et je pense que vous êtes destiné. Voilà. Donc, hop, on va revoir un petit peu. Donc, vous voyez, on a retrouvé des choses là pour infuser les éléments. Donc, ça parlera vraiment beaucoup aux joueurs de Gloomhaven. On retrouve la mécanique est exactement la même. Bien, au niveau des règles, les règles sont les mêmes. On a quelques petites choses qui sont ajoutées avec des terrains spécifiques. Par exemple, le terrain glacé. Donc, on va glisser dessus. Donc, normal, hein, on est à Frosthaven. On va avoir des petites actions qui ont été un peu ajoutées, des choses qui ont été modifiées. Mais le corpus de règles reste. Alors je l'ai oublié parce que il est sur la table de chevet. Après je pourrais le sortir en français, mais de toute façon comme tu les connais, tu les as lus. Voilà. C'est pas la peine d'aller. Il est sur la table de chevet. Globalement, il y a combien? 40 pages de. 40 pages pour le système de jeu, la mécanique de jeu. Il y a une quarantaine de pages et on retrouve et c'est noté en bleu ce qui est modifié. Et il y a franchement très peu de choses qui sont modifiées. Il y a des fois quelques actions en plus. Ils ont modifié un peu le fonctionnement des invocations, mais je vais pas rentrer dans le détail. C'est mieux. En fait, ils ont profité aussi de l'expérience qu'ils avaient eu sur Gloomhaven pour ajouter, modifier 2-3 bricoles. Mais franchement, en fait, si vous savez déjà jouer à Gloomhaven, vous prenez, il y a un petit flocon devant et puis c'est marqué en bleu. Vous regardez juste ça. Du coup, tu t'expliques, tu dis voilà, tu vas chercher ça. Donc en fait, là, vous regardez. Il y a même certaines pages, vous ouvrez. Bon, il y a rien à regarder et puis vous regardez vraiment les spécificités et vous savez jouer à Gloomhaven. Là, en 10 minutes, et par contre, tu disais, dans les 40 pages, tu as aussi les règles de la cité ou c'est en plus? Alors, c'est 20 pages de plus voilà. après. En fait, on a 40 pages qui sont les mécaniques de règles, et puis après, il y a marqué, à partir de ce moment-là, considérez que toutes les règles sont nouvelles. Ok. Parce que là, on arrive à ce que tu as dit, les règles de gestion de notre avant-poste. Mais ça, on y reviendra peut-être après pour vraiment montrer ce qui est vraiment nouveau. Donc là, on a vraiment ce qui est nouveau par rapport à Gloomhaven, c'est qu'on va avoir une phase supplémentaire qui va être entre les aventures. On va devoir gérer notre avant-poste et ça, je rentrerai un peu dans le détail après. Donc si on revient au niveau du matériel, donc pareil, on voit une boîte, c'est un truc très bête, mais il y a la boîte de rangement pour tous les jetons qui vont nous servir en jeu. Donc ça, dès que vous avez un scénario, vous le mettez à côté, vous le posez. Donc ça, c'est top. Franchement, là c'est bien. Donc vous avez la même chose pour tout ce qui est les overlays. Donc c'était tous les pièges que vous allez pouvoir poser. Les standees aussi. Non, c'est pas les standees. Non, ça c'est pas les standees. C'est que les pièges. Les standees, ils étaient donc c'est les pièges, c'est les mobiliers qu'on va rajouter, c'est les terrains spécifiques, voilà qu'on va rajouter sur le plateau de jeu. Donc après, on a le livret de scénario. Donc comme je disais, le livret de scénario, on a, c'est une bonne, on a 136, on a 137 scénarios. À Gloomhaven, on en avait moins de 100, je crois que c'était 99, ouais, un truc. Oui, c'était peut-être 99, c'était un truc comme ça. Donc là, ça veut dire, voilà. Donc déjà, on est sur presque 99 passé, presque, c'est pas tout à fait 50%, mais un bon tiers de plus, donc on en a encore plus. Et on a
hop, donc ça c'est quelque chose qui est nouveau aussi. Elles sont plus grandes les fiches. C'est la fiche, ça c'est la fiche de gestion de campagne. C'est pour ça que les fiches de perso sont plus ce grandes. qui va nous permettre de travailler et de voir sur comment on va gérer notre avant-poste, et surtout quelque chose qu'il n'y avait pas dans Gloomhaven, c'est ça. Et ça tu trouves que c'est vraiment très sympa, ça joue. Ceux qui aiment le brouillard de guerre, c'est pas mal. C'est sympa parce que en fait, c'est ce qui va permettre de gommer un des problèmes majeurs de Gloomhaven, qui était le fait qu'on avait le scénario, on avait une page avec le scénario, avec le setup de toutes les pièces, avec tous les ennemis, on savait ce qu'il y avait de l'autre côté et autres, et on avait assez peu de surprises, et qui faisait que souvent, le scénario se résumait à tuer tous les ennemis. Après, t'avais une appli qui te permettait de pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté, mais bon, c'était pas spécialement. Il fallait chercher l'appli. Il fallait chercher le truc, le machin. Après, bon, ils ont essayé de gommer cet aspect parce qu'ils l'ont bien vu. Mais donc là, on a le section book. Donc si vous regardez, en fait, au niveau même, vous voyez, là, je vais vous mettre un peu en mode épaisseur. Non, mais mode épaisseur. Mode épaisseur. Hop. En mode épaisseur. Donc vous aviez quand même un truc assez épais de l'autre, et vous avez un section book qui est encore plus épais. Donc vous imaginez, vous aviez plus de scénarios, et en plus vous avez un livre de section encore plus gros. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, voilà, si tu remets par exemple par là, donc on va avoir notre scénario. Donc on a notre première salle, donc on sait ici comment va être composé notre scénario, donc on peut les préparer. Par contre, on voit que la première salle, et après, quand on est à 1, on nous dit, vous ouvrez le section book à telle page pour voir la suite, pour lire. Ça veut dire aussi que en termes de place pour la narration, il y a plus de texte. Beaucoup plus de texte. Là, qu'est-ce que c'était Donc là, le scénario est terminé quand tous les personnages se sont échappés. Et à la fin de ce tour, voilà, donc là, on doit effectivement, a priori, essayer de s'échapper. Se barrer. Là, le scénario est complet quand un ennemi spécifique est mort. D'accord, ouais, donc t'es pas... Voilà, donc tout de suite, tu vois... Tu tues pas tout le monde direct. J'ai pris 2, déjà les 2, 6, 7, tuer tout le monde tuer tous les ennemis. Ouais. Et puis, donc, quand on va aller, on va réussir à ouvrir, par exemple, une porte, on va ouvrir le livret de section, et alors là, on va avoir... Il y a du texte aussi sur le livret de section. Du texte, parce que on va voir aussi, voilà, on va avoir des possibilités d'avoir des conclusions qui sont beaucoup plus longues. Donc ça veut dire on a beaucoup plus de narratif. Donc on va toujours avoir les récompenses qui vont permettre de débloquer des nouveaux scénarios et autres. Mais voilà, donc on voit en fait que on a plein de choses, et puis on peut avoir des surprises a priori, mais je sais pas encore. On peut, en fonction d'action, on peut peut-être ouvrir une section ou une autre. Ça, c'est peut-être possible. Oui, tu veux dire qu'il y a peut-être des embranchements dans l'histoire. Ouais, sûrement dans un scénario. En tout cas, dans la campagne, ça c'est sûr, mais dans le scénario même lui-même, dans un scénario, si t'as pas ouvert telle porte, peut-être que ça va t'amener dans le même truc. Donc là, on voit que alors, on n'est pas allé assez loin aujourd'hui dans la campagne pour voir si c'est clair, mais rien qu'en voyant ça, on voit tout de suite que on a plus de narratif, que on va gommer a priori un des problèmes majeurs qui était de Gloomhaven, qui était le fait que finalement les scénarios c'était tu tues tout et puis c'est réglé, quoi. Alors toi tu l'avais reçu parce que donc nous on vient juste là il y a 2 jours, c'est quoi, le 11-12 février 2025, on vient de recevoir la version française. La version Kickstarter, tu disais, il est arrivé déjà il y a un an, au moins une bonne année, non? C'est ça, alors la version Kickstarter, elle y était même il y a plus que ça, je crois qu'il y a fait 2 ans. Ouais. Moi je l'ai récupéré en fait celle-là avec le Gloomhaven V2. Parce que je l'ai pris en plus parce que j'avais résisté aux premières fois et après j'ai craqué. Okay. Donc après on trouve le petit livret scellé là qu'on a aussi à Gloomhaven, donc qui est pas encore ouvert. On a la map, et donc pareil, on a une map qui est un tout petit peu plus grande. Elle est plus grande, elle était déjà grande la map, il me semble, de départ. Donc d'où là, du coup moi le pack que je propose, c'est les stickers immovables pour ceux qui voudraient refaire la campagne. Je pense il me semble qu'elle est plus grande. Hein. À l'époque, à la sortie de Gloomhaven, au tout début, les stickers n'existaient pas. Enfin les stickers.
que tu pouvais enlever. Et donc les gens râlaient parce qu'ils disaient, une fois que j'ai fait ma campagne, je peux plus revenir en arrière. Et là, maintenant, du coup, tu peux les enlever. Voilà, donc oui, c'est vrai que c'est sympa d'avoir des stickers qu'on peut enlever. Donc là, nous, par exemple, on a commencé, donc on avait un scénario 0 ici, et puis on a fait commencer le scénario 1 là. Donc on retrouve après, on vient coller les stickers aux différents endroits pour faire... Et donc on a notre Frosthaven qui est ici, donc l'avant-poste. Donc pour la petite histoire au niveau lore, là, en fait on est des mercenaires, on est toujours un groupe de mercenaires, et on a été recrutés pour mener une caravane qui allait partir du sud jusqu'à l'avant-poste de Frosthaven, qui est situé loin dans les terres du nord, dans un paysage glacé et qui est très hostile en hiver. Et le truc, c'est qu'il est coupé du monde pendant une grande partie de l'année parce que il faut traverser un col. Tu sens l'inspiration Game of Thrones. Et... Ah non, ça fait pas ça. Ouais, mais il n'y a pas d'histoire de mur et autres. Ça fait plus. C'est une colonie loin au nord qui est installée là-bas parce que il doit y avoir des choses intéressantes et qui sont pendant une grande partie de l'année bloquées. Et donc au printemps, quand les passes commencent à être ouvertes, que la neige fond, en fait il y a une caravane qui est la première caravane qui va atteindre l'avant-poste pour les ravitailler, tout simplement. Et donc en les ravitaillant, donc on voit là qu'on passe ici. Donc là on était dans la passe, le col qui permet de descendre à Frosthaven, qui est là, et donc nous on est les mercenaires en fait qui protégeons cette caravane. Mais il se trouve que on va arriver là et on va se rencontrer sans vraiment spoiler, parce que de toute façon c'est l'introduction, le scénario numéro 1. En fait on se rend compte que quand on arrive, il y a elle est attaquée en fait. L'avant-garde est attaquée, et c'est là que ça commence, et puis c'est là qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de choses. Alors une petite chose aussi, c'est que vous voyez sur la carte ici de Frosthaven, vous avez des petites choses là qui sont des bâtiments. Donc ça, c'est une des nouveautés. Je vais peut-être le montrer avec notre caméra. Ouais, une vraiment pareil aussi, c'est une nouveauté du jeu, c'est-à-dire que on a des bâtiments. Donc on voit ici avec des petits des petits symboles. Donc là la chasse, le truc de chasse. Donc là on a l'artisan, on a l'alchimiste, on a le camp des bûcherons, on a plein de petits, on a les baraques ici. Donc en fait on va avoir, et puis on voit qu'on a pareil pas beaucoup de choses qui sont en construction, et on va pouvoir en fait entre chaque scénario faire croître et développer cet avant-poste. Donc on va avoir une phase de gestion beaucoup plus poussée, parce qu'entre les aventures de Gloomhaven, en fait, on s'entraînait et on allait au marché. Là, vous allez pouvoir aller au marché, vous allez pouvoir utiliser des bâtiments, vous allez pouvoir construire de nouveaux bâtiments, vous allez pouvoir les améliorer, vous allez pouvoir faire des actions avec ces bâtiments. Donc on va avoir une phase de gestion de cet avant-poste. On peut renforcer aussi les murailles, on peut renforcer la garde, parce qu'on va avoir des événements qui vont être liés à l'avant-poste et qui vont faire évoluer la situation. Donc peut-être qu'il va falloir renforcer les défenses pour éviter les raids de toutes ces créatures qui traînent ici. Ça fait entre guillemets, c'est pas un tower defense, mais ça fait un peu plus aussi tower defense, dans le sens où tu vas faut que tu protèges quand même ton avant-poste. Tu protèges en fait ta base, et donc en fait on a toute une phase d'évolution de gestion, donc à travers la carte et autres, et avec des bâtiments qui vont apparaître. Donc j'expliquerai aussi comment ils vont apparaître, ces bâtiments. Donc on n'est plus du tout, et je trouve que c'est assez intéressant, parce qu'en termes d'immersion, on n'est pas dans une grande ville où il y a tout et puis on fait notre petit truc, on va de là. Non, là on est à l'avant-poste qui est perdu au milieu des étendues glacées avec des ennemis qui tournent autour, et il faut développer cet avant-poste, construire les trucs, faire des choix, utiliser nos ressources pour faire ça. Enfin voilà. En termes d'immersion, d'implication dans l'histoire, et donc après l'histoire va tourner tout autour. Bon, je peux pas rentrer je peux pas dire si ça va être bien ou pas, mais tout de suite déjà, ça donne plus envie. Enfin moi personnellement, le seul qui fait ça, enfin le seul,
celui qui est connu pour faire ça, c'est Tanarès Adventure, qui est vraiment à ce côté où on fait évoluer à la fois le monde et à la fois t'as ta ville. Et en fait, quand tu reviens à ta ville, et tu vas pareil construire tes bâtiments. En fonction des bâtiments, tu vas avoir des NPC qui vont se débloquer, des nouveaux héros, des trucs, des machins. Donc t'as vraiment une immersion, on va dire, parce que t'as l'impression, tu construis ta ville. Et dans Tanarès, c'est ce qui a fait, je pense, son originalité. Et je pense qu'il a dû s'en inspirer aussi parce que possible, ça, on sent les mêmes trucs avec les matériaux qu'il faut débloquer pour améliorer niveau 1, niveau 2 ou autre. Enfin bref, donc t'as ce côté-là. Donc ça, c'est intéressant comme ajout. Et au début, tu vois, quand tu m'en as parlé, moi, je le savais, ça, mais je me disais, ouais, c'est peut-être pas un fluff, mais un truc cosmétique. Ouais, tu vois, un peu. Et apparemment, de ce que tu me dis, non, c'est vraiment, c'est une grosse part du jeu, quand même. C'est vraiment poussé, et je pense que après, on n'a pas encore fait de phase, mais à mon avis, on peut vite y passer une demi-heure, une heure, si on veut tout regarder, tout gérer et autres. Donc, c'est... Et je pense pas que ça soit... on n'a pas encore joué, mais je pense que c'est important après pour la campagne, le développement. Parce que vos choix, Et puis, ça fait... Ouais, ça rajoute quand même quelque chose qu'on n'avait pas dans le Gloomhaven V1. Donc, ça, c'est quand même... ça donne envie, quoi. Enfin, franchement, on voit sa carte, on voit ses bâtiments, on se dit comment est-ce que ça va fonctionner, comment ça va évoluer, voilà. Donc là, on a des stickers, vous voyez, qui vont permettre de faire des gros trucs. Bon, ça, il faut pas trop regarder pour pas se spoiler. Donc ça, on a, voilà. Donc là, il y a des stickers de bâtiments. Donc pareil, on ne regarde pas trop. Hop. Mais il y en a quand même pas mal. Il t'explique comment ranger la boîte, pour le coup, ça c'est pas mal. Donc là, voilà. Des fois, ils le font pas. C'est ça qui est très très sympa. C'est au démarrage, ils vous disent, ben voilà, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Et donc, c'est ce que je disais. Là, ils expliquent, tu vas ranger les monstres ici. Donc là, tu ranges tout comme ça. Donc là, tu enlèves ça. Donc c'est et ça prend en main. Et à la fin, ils disent, pour ranger, tu fais comme ça. Et ça, c'est bien. Par rapport surtout quand on a connu le Gloomhaven V1, qui vous arrivait le truc comme ça, qu'on enlevait tout, qu'après on rangeait, que c'était le bordel. Enfin, est-ce qu'il y a des miniatures à découvrir? Non. Mais c'est quand même un peu, regarde, c'est quand même un peu en mode calendrier de l'avant aussi. Ah bon, ça va. Parce que tu vas ouvrir des fenêtres. Donc là, en fait, c'est les flowcharts pour les scénarios. Donc on va pouvoir, là, on a le scénario, on va pouvoir aller là, on a des fois des trucs qui sont obligatoires. D'accord, il a fait ça sous forme de grande map, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus grande map, et puis donc ça va se lier, voilà, donc c'est lié comme ça. D'accord, tu vas pouvoir faire le flowchart de tous les scénarios. Okay. Donc c'est pas sur la map directement, quoi, c'est vraiment sur ça que tu sais comment c'est relié. Tu vas voir les liens. Par contre, c'est plus clair que sur les scénarios book. Quand c'est sur les scénarios, des fois tu sais pas trop où tu peux aller. Là, l'avantage c'est que tu vois un peu plus facilement. C'est ça. C'est ça. Donc là, on est vraiment, donc vous voyez, il y a. Parce que l'idée de ce genre de jeu, c'est que vous pouvez vous décider si vous allez sur la mission 6, je vais dire n'importe quoi, parce que de la mission 2, vous avez 3, 4 options. Ouais, là c'est ça. Après, on peut voir. Donc là, on va voir, est-ce qu'on fait la 2? Là, on va voir la 2. La 4 va débloquer beaucoup plus de choses. Est-ce qu'on refait la 2? Est-ce que ça... Voilà, on est libre. Donc, on va pas jamais tout faire, c'est sûr. Mais après, en fonction de ce que, de le sentiment, de ce que nous raconte l'histoire, on va faire autre. Un truc qui est assez sympa, c'est, on va pouvoir jouer au Jachimiste. Dis-nous en plus, tu m'intrigues. On va pouvoir, donc en utilisant des herbes, on va pouvoir débloquer des petites choses, des potions ou des choses comme ça. Donc tu fais un petit peu de crafting. Un peu de crafting, ouais. Pour les popos. Ouais. Ça reste exclusif popo pour popo, ouais. D'accord, crafting popo. Après, tu vas avoir du crafting parce que dans des bâtiments, tu vas pouvoir transformer des choses en d'autres choses. Mais là, c'est vraiment le crafting popo. Ok, d'accord. Après... Donc là, les rangements de tout ce qui est carte. Donc là, ce sont tous les personnages qui sont disponibles. Comme sur le premier du lot, t'en as une vingtaine, c'est ça tu disais? Alors au début, t'en as toujours pareil, c'est quoi? C'est 4, 6, c'est combien au départ que tu peux jouer jusqu'à 4? Mais t'en as 6, et parmi 6, t'en joues 4 si tu joues évidemment 4. On va en parler, parce que je pense que c'est intéressant d'en parler. Alors, le concept, hein, pour ceux qui connaissent pas, qui aimeraient se mettre à ce jeu, qui n'ont jamais joué à Gloomhaven, il faut savoir que dans ce jeu, vous jouez un héros, et que, dans Gloomhaven en tout cas, et l'idée c'était de le faire évoluer, vous aviez une quête personnelle, et à la fin de votre quête personnelle, votre héros pouvait partir à la retraite. C'est ça. Et ben il y en a qui étaient tristes, genre moi disais bah tiens mince je vais perdre mon héros, et par contre l'avantage c'est que ça vous permettait de débloquer de nouveaux héros. C'est ça. Et moi par exemple j'ai jamais débloqué le bard dans Gloomhaven, c'est ma frustration, faut que j'y rejoue juste pour ça. Mais donc dans cela c'est un peu pareil, c'est-à-dire que vous allez pouvoir débloquer de nouveaux personnages. La particularité, tu m'as dit que ça existait toujours, c'est qu'on peut quand on a fini un héros dans Gloomhaven dire tiens quelqu'un d'autre pourrait le rejouer, ou même nous
de nouveau au niveau 1, de le rejouer. Utiliser une autre classe parce qu'on a et les cartes du héros que vous avez fait évoluer vont avancer parce que vous allez avec vos cartes les faire évoluer avec des stickers que vous allez mettre dessus pour améliorer les capacités. Et dans cela c'est pareil, on peut toujours faire évoluer les cartes aussi, on est d'accord. Par contre, 21, c'est ça. Ah, ça c'est quoi, 21 €? C'est 21, c'est parce que tu joues au loto? C'est que en fait, quand vous allez mettre un héros à la retraite, et bien en fait, vous allez le héros, il va pas partir ou disparaître et autres. En fait, il va ouvrir un commerce. Ça c'est bien. Donc il va ouvrir un commerce dans son avant-poste. Donc on va se dire, le guerrier qui a vaillamment combattu, bon, il commence à être fatigué, à être un peu vieux, à avoir des courbatures. Et ben il va s'installer avec prendre une femme, des enfants, et il va participer à la croissance et au développement de l'avant-poste en permettant d'obtenir un bâtiment supplémentaire. Et c'est pour ça qu'on a des petites enveloppes. Alors il me semble que c'est pour ça. Bon, pour l'instant, j'ai pas, mais j'avais écouté sur des vidéos que c'était pour ça. Eh ben, on va pouvoir avoir donc un petit narratif et on va pouvoir débloquer de nouveaux personnages, de nouveaux bâtiments, parce que notre personnage qu'on a fait, il a ouvert son commerce. Son bâtiment qu'il a amélioré. Voilà, donc on a un petit effet aussi. En fait, c'est un peu moins grave parce que il a réussi, il participe au truc. Donc ça, je trouve que c'est aussi assez sympa pour toujours garder le lien. Donc après, on a toutes les figurines, on a tous les trucs là. Bon, après, il n'y a rien de spécial. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Moi, j'aime bien. Toi, tu disais, oui, parce que moi, j'avais toujours ce truc de dire, du coup, les gens, ils pourraient jouer à l'infini un perso, ils partent à la retraite, ils le reprennent et tout, mais en fait, personne ne le fait parce que la campagne est tellement longue que t'as pas envie de voir que 3 persos et en fait, oui, après, c'était un peu ça, et là, le fait de faire ça, c'est que, conclusion, ton perso, il est quand même là. Enfin, il disparaît pas dans la nature. Il est toujours ici. D'un certain côté, il est toujours là. Il est là, il coupe du bois. C'est ça, oui, alors il a fait un truc pour pouvoir fabriquer des armures. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre modification au niveau des règles, parce que je disais, il y en avait pas forcément beaucoup. Donc, la partie retraite, bon, c'est différent aussi. Et l'autre modification au niveau des règles, c'est au niveau des butins. Parce que les butins à Gloomhaven, on gagnait des pièces d'or, et puis en fonction du niveau, chaque pièce avait une certaine valeur en pièces d'or définitives. Là, en fait, on va avoir un deck de ressources qui est ici. Hop. Enfin, t'arrives à le récupérer, tu veux. Un deck de butin. Et tu en fais ce que tu veux après, alors. En fait, ce deck de butin, on va avoir des cartes qui vont être, par exemple, des pots. On va pouvoir avoir des pots, on va pouvoir récupérer du bois, on va pouvoir récupérer du métal, on va toujours pouvoir récupérer, et on va pouvoir récupérer des objets et des herbes. Les illustrations ont changé par rapport au premier, c'est pas, je trouve que non, tu trouves pas que dans la... Ah, au niveau du style? Ouais, dans le style, ouais, un petit peu. Je trouve que ça y était pas... Les visuels. Non, mais je veux dire, globalement, au niveau le style graphique, je parle, ça au niveau du graphisme des autres, toutes les autres cartes, c'est pareil. Ouais, d'accord, c'est tout pareil. Okay. C'est vraiment, c'est là que c'est un peu nouveau. Dans les illustrations. Et donc là, on a les herbes, et puis on va avoir aussi des éléments de pièces d'or. Les scénarios sont pas mal illustrés ou pas? T'as regardé un peu est-ce que... Non, les scénarios, il n'y a pas une tonne d'illustrations. Ah non, il y a même, ça reste Gloomhaven. Donc on peut avoir soit des pièces, soit des choses comme ça. Et alors pourquoi ça va être important? Parce qu'avec ça, on va pouvoir augmenter nos bâtiments ou transformer des ressources pour faire des choses. Voilà. Donc ça veut dire aussi que le loot, le butin, il devient presque plus important. Parce que des fois, le but, c'était intéressant pour récupérer de l'or, pour faire progresser son personnage, mais bon, des fois, on restait peut-être un peu... on était un peu pressé par le temps, donc on disait bon tant pis, c'est pas grave. Mais là, peut-être que c'est un peu plus, ça va être un peu plus critique au niveau de la gestion de ressources. Attends, là il faut qu'on récupère ça, ça vaut le coup peut-être de rester pour essayer de prendre le butin, sachant qu'on a toujours l'histoire de temps, le timer qui est très présent et qui met de la tension à Gloomhaven et qu'on personnellement j'ai jamais vraiment retrouvé dans un autre dungeon crawler. En tout cas, lui c'est super bien géré. D'où le côté puzzle game comme on dit, dans le sens où vous êtes vraiment à l'action près, vous réussissez pas, c'est toujours sur le... Donc des fois, loot, on dit on va pas perdre de temps parce qu'on peut pas se permettre. Mais après, c'est peut-être un peu dommage là, parce qu'on va peut-être manquer de la ressource qui nous permet de débloquer le bâtiment ou de faire ça. Donc ouais, c'est plus le loot, c'est un deck aléatoire qu'on constitue à chaque scénario, et en fonction de ce qu'on va tirer, on va avoir des ressources différentes, et donc on va avoir un vrai management, une vraie gestion des ressources. Donc ça, c'est pareil, c'est encore quelque chose qui s'ajoute au Gloomhaven de base et qu'on va pouvoir utiliser au niveau de la phase pendant la phase avant-poste.
Juste fais une petite aparté pour ceux qui ne connaîtraient pas la mécanique de départ. Je mettrai en description de cette vidéo les vidéos que j'ai fait où j'explique toutes les règles, parce que du coup j'ai fait une vidéo où j'explique toutes les règles de Gloomhaven, et je fais une vidéo même où je fais une partie sans spoil où je crée un scénario exprès, parce que je sais pas si dans cela tu peux le faire, oui, mais dans Gloomhaven tu peux créer donc tes propres scénarios aussi pour faire des campagnes avec tes amis et tout ça autres. Hein. Alors sachant que je pense que c'est comme dans Gloomhaven aussi, si vous avez plusieurs groupes d'amis, je sais pas si dans cela c'est le cas, mais dans Gloomhaven vous pouvez très bien dire je joue à 4 joueurs, puis d'un coup j'ai un ami qui me rejoint, il avait un perso, bah tiens tu joues avec ton perso, et en fonction du niveau de la ville, je sais pas si ça marche un peu pareil le niveau de la cité, mais si vous êtes par exemple le niveau 4, et ben lui il va reprendre un niveau en fonction du niveau de la ville. Alors je sais pas si ça marche un peu alors pareil, là mais... en fait le niveau, en fait on va définir un niveau de scénario, on prend les niveaux des personnages, on prend une moyenne et ça définit le niveau du scénario. Mais lui pourra commencer, je pense qu'il doit pouvoir commencer avec un certain niveau de... Je sais que par exemple, quand tu avais une ville qui était tel niveau, bah le gars qui arrivait, qui débutait, il débutait pas niveau 1, il pouvait débuter niveau 3, niveau 4. Alors je suis pas sûr que ça soit différent, mais peut-être qu'il y a effectivement, en plus avec la gestion des bâtiments, peut-être des choses comme ça, mais qui sont qui existent peut-être, mais qui vont peut-être gérer indépendamment, un peu différemment, par le fait que tu vas avoir des bâtiments qui vont évoluer. Donc ça, je sais pas. En tout cas, pourquoi je te dis ça, parce que c'est vrai que des fois, c'est le genre de jeu où vous dites mince, j'aurais jamais 3 personnes avec qui jouer pendant 200 heures, mais vous pouvez très bien dire tiens, je fais un scénario solo, puis après je vais jouer à 2. Moi, je l'avais fait comme ça en tout cas sur après, en tout cas, nous par exemple, on a commencé, on a joué à 3, après on a joué à 2, là on va rejouer à 3. Ça, tu peux faire, c'est pas un souci. En fait, tu vas adapter le niveau du scénario en fonction des personnages. Par contre, c'est 2 héros minimum, ou tu peux très bien dire je me la joue en mode solo, non, sans compagnon. C'est deux mini, voilà. T'as pas, c'est un faux solo, pareil. Alors, il faut savoir aussi que c'est un jeu qui est beaucoup plus simple en solo qu'à plusieurs. Alors quand tu dis solo avec 2 persos, parce que tu sais ce qu'il y a comme dans ta carte, tu sais. En solo, parce que en solo, tu peux jouer avec 2, 3 ou 4 personnages. Mais tu sais la main des autres, donc du coup, c'est pour ça qu'il augmente les niveaux des scénarios par rapport. C'est ça, parce qu'en fait, un des saveurs aussi c'est pas de savoir les cartes de Gloomhaven, c'est que la communication est limitée, c'est-à-dire qu'on a des cartes, et on peut pas dire je vais jouer cette carte et cette carte. On va dire, notamment au niveau de l'initiative, qui est très très importante. Ouais, bon ça, je trouve ça parce qu'à l'arrivée, c'est comme tu disais la carte, parce qu'il y en a qui vont dire toi tu joues un peu plus avant ou un peu plus en dessous. Ah, mais moi je joue plutôt premier, un peu avant le plus de machin, et à la fin tu sais qui c'est qui joue dans l'ordre. T'es pas d'accord sur ça? Non. Moi je trouve pas... En fait, ça dépend. C'est soit tu joues à le jeu, ou soit tu joues pas le jeu. À un moment, tu peux dire, moi je vais cibler cet adversaire et je vais jouer tôt. Je vais jouer rapidement. Je vais jouer rapidement, ça veut dire tôt. Quoi? Je vais jouer... Non mais là tu vas trop loin. Non mais là tu triches. Donc tu peux dire je vais essayer de jouer rapidement. Dans les règles ils disent qu'il faut dans les règles ils disent juste tu dois pas donner d'indication numérique. Ils disent pas tu vois donc. Et enfin bon, très tôt. Alors quand tu dis 3 traits, ça veut dire que t'es moins de 10, 2 très tôt, ça veut dire que t'es à moins de 20, sinon non mais après c'est un donc du coup tu dis rien. Dans ce cas-là tu dis rien, je vais taper lui, je vais cibler lui. Donc c'est un jeu où quand on joue à plusieurs, il faut avoir une bonne communication et où on va, au fur et à mesure qu'on va progresser, qu'on va voir comment on joue les autres, on va devenir de mieux en mieux, quoi. Et de meilleur en meilleur et un peu mieux. Mais ça reste quand même quelque chose, un jeu où souvent, tu voulais faire quelque chose et puis finalement l'autre il fait son action et il te fait avant toi et puis ou il te bloque ou tu te retrouves avec l'ennemi que tu voulais cibler qui s'est fait tuer, t'avais prévu, voilà, parce que tu programmes tes actions, tu révèles, et puis après, chacun résout. Donc, dans tous les jeux de programmation, bon, t'as toujours ce problème-là, qui est pas un jeu que tu vas rencontrer dans Aria, dans Midara, ou dans des choses comme ça. Mais ce qui fait aussi la spécificité et du côté plus de trucs. Donc là, c'est pareil que dans Gloomhaven, où du coup, en gros, quand vous jouez solo, quand vous avez minimum, donc 2 persos, vous pouvez en jouer 3, mais déjà 2, c'est déjà pas mal. L'avantage, c'est qu'il y a des synergies entre les persos, même si c'est pas du vrai solo, il n'y a pas un seul héros que vous pouvez jouer, mais par contre, tu vois toute ta main des 2 persos, contrairement à quand tu joues à plusieurs, et donc les monstres ont un niveau plus élevé. Voilà. Parce qu'en fait, ça va être beaucoup plus simple de combiner, en plus, il y a des personnages qui demandent à avoir des combinaisons spécifiques et autres, je vais rentrer un peu dans le détail. Donc ouais, et je sais plus où j'en étais, mais bon, je voulais parler des personnages de départ en fait parce que je les ai trouvés super. Allez, montre-nous ces personnages de départ. Je te mets la boîte à côté. Ouais. Autant on était dans Gloomhaven avec des choses assez
classiques et qui demandaient, en tout cas les personnages de départ, qui étaient pas trop compliqués à jouer. Ça dépend lesquels, enfin, mais... voilà. Après, mais les personnages de départ, il n'y en avait pas des très très compliqués. Et parfois peut-être un peu moins typés. Autant là, on est sur des personnages qui ont vraiment, j'ai trouvé super sympa par rapport aux mécaniques, à l'approche du jeu, même je l'ai trouvé assez badass. Quand tu dis sympa, parce que dans le sens où ils ont moins les archétypes tank, vraiment, assassin, DPS, machin. On est vraiment sur des trucs qui sont vraiment très typés en termes de mécanique de jeu. Et les 6 personnages de départ, il n'y en a pas un qui fonctionne pareil. Il y en a pas un, et avec vraiment en termes des systèmes très innovants de jeu. Mais dès le départ, alors c'est ce qui me fait dire aussi que, attention, si vous connaissez rien du tout et autres et compagnie, à comment on joue un dungeon crawler, là ça risque d'être un peu plus compliqué, quoi. Tu peux pas jouer avec papy mamie quand jamais joué, quoi. C'est ça. Justement parce que, donc, on retrouve donc le personnage. Donc ça, c'est le personnage que je jouais, c'est le Bone Shaper. On va voir là-dessus. Hop. Donc déjà, il y a quelque chose qui est assez sympa, c'est que, je sais pas si tu te souvenais, mais Gloomhaven, en fait, là, on avait un rappel des règles. Qui était un peu un rappel des règles, et là en fait ils utilisent ça pour expliquer les règles spécifiques à ce personnage. Donc c'est aussi ce qui permet d'avoir un personnage avec des choses un peu spéciales et des règles qui diffèrent vraiment complètement des autres personnages et des mécaniques classiques de jeu. Donc là on retrouve la taille de la main. Donc pour rappel, à Gloomhaven, on va avoir un certain nombre de capacités qu'on va pouvoir sélectionner avant un scénario, et on va, au fur et à mesure qu'on va progresser, on va en avoir de plus en plus puissantes, mais on va toujours être limité par la valeur de notre carte qu'on a ici. Et après, on a notre niveau, nos points de vie, et puis là, vraiment, les spécificités du personnage. Je vous rappelle, pour ceux qui auraient sauté des choses, que là, on est sur la version de Julien, mais évidemment, les versions que j'ai sur la boutique ou les versions qui sont arrivées, c'est tout en français. C'est pas la moitié en français en anglais, c'est là juste pour vous montrer un peu tout le matos. Mais sinon, c'est la même chose comme matos, mais avec le français. Et donc, donc t'as ça, et parce que les iconographies, je sais pas si elles disent, c'était pas exactement comme ça. Non, c'était pas comme ça, c'était vraiment un rappel un peu des règles. Mais là, voilà, donc là, on est sur un personnage qui va invoquer des squelettes. Et il y a eu un peu une explication de comment on doit le jouer, même dans le scénario 1, ils expliquent un peu comment gérer les personnages, donc ça c'est sympa. Et il rappelle vraiment les spécificités. Donc là on est un personnage qui est le Bone Shaper, donc déjà moi je trouvais assez sympa, et qui va pouvoir invoquer des squelettes. Alors là, vous avez dans la version boutique et la version que tu nous montres là, c'est la version standees, ce qui permet... Alors les personnages, on a des figurines. Sur les personnages de départ, comme sur Gloomhaven. Je sais pas si elles sont aussi moches que sur le Gloomhaven premier du nom. Ah ben écoute, mais effectivement, ceux qui avaient le Kickstarter, vous allez recevoir la version figurine en plus qu'on n'a pas là en boutique. Kickstarter, on pouvait acheter les figurines. À la place des standees. Elles sont pas encore finies. Est-ce qu'on seront disponibles après? Moi, je les ai prises, donc je les aurai toutes. Totale. Et on peut aussi invoquer un spirit. Alors, ce qu'il faut savoir sur ces mécaniques-là, c'est que quand on va invoquer un squelette, le squelette, on va pas le commander. C'est-à-dire que le squelette, il va agir comme un monstre, donc il va focus des ennemis, il va avancer, il va se débrouiller tout seul. Ce qui est pas forcément bien, parce que ça peut foutre en l'air complètement quelque chose qu'a prévu un autre joueur, parce qu'en fait, il va falloir prévoir comment potentiellement ils vont bouger les squelettes, parce qu'ils agissent comme ils veulent. Mais c'est thématique. Avant le tour du joueur. C'est thématique, c'est ce qui permet de bien zoner, de mettre des monstres en fait qui vont se faire tuer au lieu de vous faire cibler vous. Donc moi je trouve assez sympa. Ça tu les fais popper avec tes cartes, et après donc ils ont leur propre... on va faire popper avec les cartes. Donc rappelle un peu Gloomhaven. Alors je vais enlever la sleeve parce que sinon on voit pas bien. Donc rappelle Gloomhaven, on a au milieu l'initiative, et après on a une action en haut et une action en bas. Donc on va choisir 2 cartes. Une carte qui va sur les 2 cartes, on va choisir celle qui va déterminer notre valeur d'initiative. Plus c'est bas et plus on agit avant. Et après on va faire une action du haut et une action du bas.
Donc une action du haut sur une carte et vous allez mettre l'autre carte. Et puis voilà. Donc c'est vous qui combinez comme vous voulez. En gros, par contre, vous cachez vos initiatives et tout le monde va révéler après les initiatives. Par exemple, au début, vous les cachez. Ça, je pouvais avoir ça. Donc j'aurais une initiative de 30 ou de 90, 91. Je peux choisir aussi d'agir tard. Et je vais pouvoir faire cette action-là et cette action-là, ou cette action-là et cette action-là, sachant qu'on peut faire des petites actions automatiques. Mais bon, on va pas rentrer plus dans le détail que ça. Mais avec ça, je vais pouvoir invoquer un squelette. Et alors, ce qui est assez sympa avec le personnage, c'est que quand je vais invoquer le squelette, en fait, je vais me faire des dégâts, quoi. Je vais puiser dans ma force vitale, nécro, quoi. Sachant que je suis un nécromant avec 6 points de vie et que dès que je mets un squelette en vie, et ça m'en coûte 2. Donc c'est un type de jeu un peu faut faire vraiment attention, mais après on va utiliser nos squelettes pour nous protéger, nos esprits, et quand il meurt, en fait, on enlève la carte et on l'a de nouveau disponible. Par contre, lui, tu le commandes, lui? Alors lui, c'est le Angry Spirit, c'est pareil. Par contre, il y a 9 points c'est 9 ou 10 points de niveau. Hein, ça, c'est niveau, c'est pareil que le premier du nom, c'est pareil. Ça change. Donc là, après, je peux avoir un esprit, ici. Donc lui, il aura d'autres caractéristiques. Mais lui, pour le coup, tu vas le diriger. Il est pas automatique. Non, pareil, ça veut dire que t'as pas les... Alors, tous les invocations, tu peux pas les commander. D'accord. Sauf si tu as une capacité qui s'appelle Grant One of Your Command. Donc, veut dire que là, tu vas contrôler un de tes invocations. Donc là, par exemple, si moi je joue et que je vais faire jouer par exemple le squelette, il va jouer tout seul. En focus comme s'il était un monstre, et après pendant mon tour je peux lui donner une commande et lui dire d'attaquer. Alors quand tu dis, je précise, quand tu dis il va jouer comme s'il était un monstre, il va pas te taper sur la gueule pour autant, par contre. Non, mais il va tuer, il va attaquer les ennemis, il va pas attaquer tes copains non plus. Non, ça pourrait être. Ça serait chaud, quoi. Tu sais, celui qui fout des bombes. Ça serait chaud. Donc là on est voilà, donc t'as cette mécanique, donc tu vas commencer à mettre des squelettes, donc il faut que tu essayes de le mettre comme il faut, combien est-ce que t'en fais. Comment tu les places. T'as une carte qui permet de faire exploser un de tes squelettes pour faire des dégâts à ceux qui sont autour. Enfin, je trouve ça assez rigolo, quoi. Et t'as pas mal de soins aussi, donc c'est un nécromant qui va soigner, mais il va puiser sur sa propre vie. Donc et puis par contre il va avoir des actions qui va permettre de pas perdre de points de vie. Donc c'est un personnage, je trouve qu'il y a vraiment une belle thématique avec un système qui est assez sympa. Moi ça m'a tout de suite parlé, c'est pour ça que j'ai voulu donc ça c'est le premier des 6 que tu peux jouer. Donc ça c'est le premier des 6 que tu veux jouer, mais c'est un personnage qui est pas simple à gérer, parce que le problème c'est que quand on met des cartes comme on dit là, on a des cartes ici, en fait c'est des cartes. Notre invocation, elle reste en jeu si la carte est active. Mais si la carte est active, elle n'est pas dans notre discard. Donc quand on se repose, on peut pas la récupérer. Donc en fait, si on a trop de cartes d'invocation, en fait, ça va limiter notre capacité d'action. On va devoir se reposer plus longtemps. On va perdre des cartes. Et donc c'est pas facile. C'est assez technique à gérer, parce qu'on peut être tenté de mettre un maximum d'invocation, mais ça bloque nos cartes. Et parce qu'il faut savoir que dans Gloomhaven, si jamais vous avez, si vous avez plus de cartes, vous devez refresh, vous devez les récupérer, régénérer, et si vous en avez, après sinon vous perdez des points de vie et compagnie. Alors, en fait, le problème aussi, c'est que quand on refresh une carte, quand on fait un repos, pardon, on récupère la défausse, on récupère notre défausse, mais on perd une carte. À chaque fois. Et si vous n'avez plus de cartes, bim boum, c'est fini. Et c'est là qu'est la mécanique de jeu un peu de Gloomhaven, qui fait que au fur et à mesure, ça commence à être chaud, quoi. Tu parlais, parce que tout à l'heure, je voyais qu'il y avait des petites cartes toujours pareilles, où vous allez tirer. En fait, on a dit qu'il n'y avait pas de dés, mais c'est un petit peu pareil, dans le sens où vous avez vos cartes, ça c'est déterministe, vous savez ce que vous allez faire. Par contre, toujours. À quel moment donné vous allez le faire, ça va dépendre de l'initiative. Par contre, vous allez quand même, quand vous allez faire des dégâts, vous allez tirer une carte supplémentaire qui va vous dire si vous faites les dégâts x2, les dégâts +1, les dégâts -2, les dégâts -1, etc. Et ces cartes-là, quand vous allez évoluer, vous allez évidemment modifier ces facteurs
aléatoire de chance en étant de plus en plus fort. Et par contre, on avait les événements de ville et les événements de trajet, etc. Ça, ils y sont toujours, ces événements-là. Tous les événements de trajet y sont. Alors, les événements ville, ce sont les événements d'avant-poste. Il y en a en hiver et il y en a en été qui vont être différents. Donc là, c'est pareil, ça va être plus poussé aussi. Et tu mets pas spécialement 10 balles à l'église pour pouvoir avoir une carte qui fait x2, une bénédiction, etc. T'as d'autres choses. Non, je pense que tu vas avoir d'autres choses avec les bâtiments. Avec les bâtiments, voilà, ça, je suis pas rentré dans le détail, donc je veux pas vous je vais pas vous spoiler. Ensuite, on a le Bling Blade. Oups. Donc pareil, là, on retrouve avec un personnage qui a beaucoup d'informations et surtout un time tracker ici. Une piste de temps. Parce qu'en fait, ça va être un personnage qui, on l'appelle le Bling Blade, qui va pouvoir choisir deux postures. Soit il est lent, soit il est rapide. Quand il est lent, il va ajouter un token ici. Quand il est rapide, il en enlève un. Donc à un moment, quand vous avez plus de tokens, vous êtes obligé d'être lent. Et si vous avez trop de tokens, vous êtes obligé d'être rapide. Enfin, et inversement. Il faut gérer là-dessus. Okay. Donc il faut gérer là-dessus. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fonction, quand vous allez jouer une carte, vous avez deux valeurs. En fonction de si vous êtes rapide ou si vous êtes lent. Et en fonction de ça, vous allez avoir des actions qui seront différentes. Ça, c'est sympa. Ça te donne encore le nombre de combinaisons possibles. Donc, voilà, franchement, en perso de départ, à Gloomhaven, il n'y avait pas ces trucs-là, quoi. Donc là, donc il faut gérer son temps, il faut calculer, est-ce que je cumule donc là, on est limité à deux de façon naturelle, c'est-à-dire que quand on est lent, on gagne un jeton, et quand on est rapide, on enlève un jeton, et après, on va avoir des capacités qui vont nous permettre de monter beaucoup plus loin, et de monter jusqu'à 5, et potentiellement de combiner 5 mouvements rapides, donc avec des trucs de combo de fou, quoi. Mais c'est pareil, c'est un personnage qui va être assez compliqué. Il s'agit que sur l'initiative ou ça gère aussi sur les actions? Les actions, c'est ça. Là, par exemple, si on est rapide, on va pouvoir faire cette action. Plus cette action, si on est là, on va pouvoir faire que cette action. Oui. Qui va aussi avec l'initiative, mais ça va ensemble. Ok. Donc, par contre, bon, des fois, voilà, ça vaut peut-être un plus intéressant. C'est quoi comme style de perso, ça? Ça fait quoi? Ça, je veux dire, c'est plus DPS, c'est un assassin. Assassin, DPS, ouais, ça peut, assassin, donc il va pouvoir avoir beaucoup de mobilité quand c'est rapide, frapper fort et autres, vraiment, déplacement, enfin, on le voit Il a la difficulté, complexité, tiens. Voilà, la complexité 5. Alors, ce qui est marrant, c'est que, c'est un des plus complexes. Moi, c'est 4. Élémental affinité, contrôle, support, défense, range, mêlée. Okay. Voilà, mobilité mêlée. Donc, c'est vraiment l'assassin. Ok, d'accord. Mais tu vois, même toi, t'as dit, putain, c'est. Franchement, j'ai trouvé. Les persos, vraiment, par rapport au Gloomhaven 1. Vraiment innovant, très différent, donc il y en a, et puis des trucs qui changent un peu de l'ordinaire, quoi. Et c'est les persos de départ en plus. Et c'est les persos de départ. Donc après les autres, je sais qu'il y avait des persos compliqués à jouer dans le Gloomhaven 1 du nom, mais c'était pas les premiers de Donc départ. après on va voir le Drifter. Donc le Drifter, c'est un des plus simples à jouer. Pour le coup, difficulté, il y a marqué 1. Voilà. Donc c'est clairement un très très simple à jouer. Lui, par contre, il va quand même avoir une capacité qui va avoir beaucoup de cartes qui sont comme ça, où on va pouvoir mettre un token et à chaque fois le token va durer. Mais lui, il va avoir des capacités qui vont permettre de faire revenir en arrière. Ah ouais, cool. Donc il va pouvoir garder des cartes comme ça beaucoup plus longtemps. D'accord. C'est un personnage aussi, si tu calcules bien, à chaque fois quand tu passes de là à là, on gagne un point d'XP par exemple. Donc si on revient là, on peut, voilà. On a un personnage qui va pouvoir XP assez vite, qui est un des plus, vraiment un des plus simples à jouer, quoi. C'est quoi, c'est un tank ou c'est un berserk? C'est quoi, lui? Mêlée. Alors lui, en plus, il est très, il est vraiment très versatile, c'est-à-dire qu'il peut, il a des attaques à distance, à mêlée. Grâce, en fait, à chaque fois qu'il a, en fait, tous ces ça, c'est soit pour améliorer ses attaques à distance, soit améliorer ses attaques au contact, soit avoir des boucliers. Donc tu vas pouvoir choisir en fonction de la situation qu'est-ce qui va être le plus intéressant d'avoir comme carte persistante, quoi. Donc très versatile, très et puis simple. Voilà. Celui-là, on va dire que c'est vraiment le moins compliqué. Oui, mais quand tu débutes, si t'as jamais joué, par exemple, ça peut être pas mal. Mais quand même, avec la petite mécanique qui permet de revenir en arrière sur tes trucs, donc
tu gères sur ton expérience, etc. Qui est aussi un peu sympa. Donc après, on va aller Banner Spear. Donc ça, c'est un autre des personnages qui sont simples à jouer. Après, c'est toujours pareil, comme dans Gloomhaven, en fait, une fois que vous évoluez, vous avancez, vous allez pouvoir ajouter des cartes dans votre paquet de cartes et donc faire évoluer à ta sauce, en fait, le personnage. C'est ça. En fait, tu vas ajouter des cartes et puis après, tu vas pouvoir combiner différemment ta main de départ, quoi. Donc lui, il a moins de départ et en fait, donc lui, il doit être dans les, donc lui, il est en 2. Donc on voit qu'il a quand même des capacités assez fortes. Et en fait, il va pouvoir combiner, faire des combos en positionnant des alliés. Donc le bleu c'est un allié. Donc en se positionnant bien et en ayant un allié au contact d'un ennemi, il va pouvoir faire des actions beaucoup plus intéressantes. Alors pour le coup, c'est un personnage qui va être plus simple à utiliser à plusieurs. Pourquoi? Parce que si on n'est que 2, eh ben, on a moins de possibilités en termes de... Parce qu'en fait, les alliés, c'est quand tu parles de tes alliés, c'est tes compagnons les autres joueurs. Les autres héros, quoi. Là. Ou des invocations. D'accord, ok. Et donc, en gros, ça veut dire qu'il pourrait taper plusieurs cibles avec... Voilà, mais il faut qu'il ait un allié. Donc, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui va... Solo, ouais. Donc là, si il est ici et qu'il y a un allié là et qu'il y a un ennemi ici, eh ben, on va pouvoir faire ça. Mais c'est son allié qui tape avec ses cartes de dégâts ou c'est lui qui tape? Non, c'est lui qui tape. D'accord. Mais après, on va pouvoir faire des attaques, voilà, en étant là, on va pouvoir tout taper 3 ex. Donc c'est fort. Mais le problème, c'est qu'il faut pouvoir avoir un allié qui est bien positionné. Et c'est pas simple, déjà que c'est pas simple et autres. Donc si on n'est que 2 joueurs, ben, ça va être plus compliqué. Sachant qu'il y a des cartes de haut niveau où il faut avoir 2 alliés qui sont adjacents. Okay, donc ça reste donc si tu fais les invocations, ouais, ok, d'accord. Ouais. Alors... il a quand même une possibilité qui est ici de faire une invocation qui est un peu spécifique parce que on contrôle le mouvement de cette invocation. Okay. Donc il va pouvoir avec cette invocation essayer de combiner avec ses actions. Et puis après il a autre chose qui sont les bannières. Donc que j'ai ici. Donc ça c'est une bannière qui va positionner dans un endroit et qui va donner des bonus, qui va buffer ou qui va donner des malus aux adversaires. Donc pareil, c'est un personnage qui est pas forcément alors au niveau de mécanique, il a l'air assez simple, mais je pense que j'ai pas encore joué, mais je pense qu'il est pas si simple que ça à gérer pour une raison assez simple, c'est qu'il faut réussir à avoir les bons personnages au bon endroit pour pouvoir activer ses capacités et l'utiliser au maximum. Et pareil, le positionnement d'une bannière pour qu'elle soit intéressante, eh ben il va falloir la positionner comme il faut, quoi. Donc c'est pas si simple que ça à jouer et plus il y a de personnages et plus il sera intéressant en fait. Là, je regarde un peu l'XP, c'est pareil, les sous, on est pareil, le level aussi. Donc après, par contre, il y a les perks, ça c'est les perks, c'est toujours pareil. Donc ça, c'est les trucs qu'il faut arriver à faire. Donc après, vous avez différents trucs, on vous dit si tu fais ça, voilà, qui donnent des bonus, qui peut améliorer ton deck de cartes les masteries, par contre, ok, les masteries, et là, par contre, c'est les fameuses ressources. C'est ça. Dans ta fiche. Ok. C'est une fiche de personnage. Donc encore un personnage plutôt combat, mais assez simple, mais... Quand on n'est pas beaucoup, je pense que c'est pas là qui va être le mieux, quoi. Donc là, on a le Shadowmaster. Donc encore un personnage assez rigolo. Parce que lui, c'est le maître des ombres. Et donc, il va pouvoir positionner des tokens qu'on a ici, qui sont des tokens ombres. Et en fait, avec ces tokens ombres qu'il va pouvoir positionner, eh ben, il va pouvoir les utiliser pour déclencher des capacités, comme s'il était dans ses tokens ombres. Donc donc là on va pouvoir, donc on a des cartes qui vont permettre de positionner des tokens. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il a une mobilité assez importante, parce que c'est comme c'est-à-dire qu'en gros sur la map, il va pouvoir donc poser des ombres et potentiellement il va pouvoir faire des choses. Donc là par exemple, là tous les ennemis qui sont sur une zone d'ombre, eh ben ils vont choper une blessure. Pièges, quoi. C'est un peu, mais les pièges aussi. Ils vont prendre une blessure persistante, quoi. Voilà, donc par exemple là, on fait une attaque 5 et on fait l'attaque comme si on était sur un ex avec une ombre. Et ensuite on enlève l'ombre.
Donc en fait, on va combattre depuis l'ombre, on va pouvoir se déplacer sur un jeton ombre, on va pouvoir déplacer, après on va pouvoir aussi déplacer nos jetons ombre, on va pouvoir les enlever, les positionner ailleurs. Voilà, donc... grosse mobilité quand même, enfin, je veux dire grosse mobilité, je veux dire c'est intéressant sur le coup. C'est un personnage qui est j'ai hésité avec celui que j'ai pris, mais qui peut avoir des applications assez intéressantes. Donc on voit difficulté 8, range, mêlée, mobilité, voilà. Après il est assez fragile il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça, 6 points de vie, c'est pas beaucoup. Tu peux pas en avoir plus de 5, donc il t'explique comment tu les enlèves et autres. Mais voilà. Donc encore un personnage qui est pas, franchement, qui est pas simple à jouer, parce que, va falloir que tu positionnes tes tokens en bon endroit, que tu joues avec, donc, tu vois, tu gères pas juste ton personnage avec son déplacement et tu fais son action en optimisant. Non, là, il faut que tu set up un peu aussi. C'est tout... Mais pour ceux qui connaissent pas Gloomhaven, et là encore plus, on le voit, l'auteur du jeu, quand je disais puzzle game, c'est un peu comme si vous jouez aux échecs et que vous avez un plan d'échecs en disant tiens, comment tu fais pour faire un mat en 3 coups ou en 4 coups. Gloomhaven, c'est un peu ça. Si vous connaissez pas, c'est un peu le truc où tu as une map et comment tu vas faire en 4 coups pour arriver à faire l'objectif fixé. Et donc là, on voit encore plus de ce que tu dis, c'est vraiment ce côté positionnement tactique sur la map, il est ultra important. C'est pas juste j'arrive, je me mets au corps à corps, je lance le dé, je vois ce qui se passe. Il y a vraiment, t'es obligé de réfléchir à l'avance. Et là, on est sur le top du top là. Enfin tu nous as pris le dernier pour le. Oh bah ouais. Attends, Donc là, pareil, 6 de difficulté. Allez, bim. Et là, on est sur le Geminate. Déjà, je trouve les graphismes des persos, ils sont trop. Enfin, c'est assez sympa, j'aime bien. Donc là, on est sur un personnage qui a 2 decks de cartes. Ça c'est balèze. Et qui va pouvoir alterner entre 2 formes. Et qui vont donc avoir... Alors, ouais, là, les 7 et là, les 7. Ok. Ok. On dirait l'oreille gauche, l'oreille droite. C'est ça. Donc on va avoir le gauche et le droit. Bon, j'ai un peu inversé, mais pour les distinguer. Donc là et là. Et donc on va vraiment avoir, en fonction de la forme qu'on a fait, eh ben on va avoir 2 decks de cartes. Et des fois, on va avoir des actions qui vont nous faire switcher d'une forme à l'autre. Alors, une des difficultés de Gloomhaven, c'est de gérer son deck de cartes par rapport à ses repos ou autres. Oui. Donc là, vous avez un paquet de cartes. Tu as 2 paquets de cartes, et potentiellement, paquets. Tu peux t'épuiser avec l'un ou l'autre. Ouais, mais t'as pas 2 fois plus de cartes, quoi, donc c'est ça qui est compliqué. On a plus de cartes, parce que si tu regardes, t'as 7 et 7. T'en as 14. 12, ouais. Voilà. Sauf que, là, tu peux difficilement te planter, parce que si tu te plantes avec tes 7 cartes, que ça te force à faire un repos ou un machin, bah tu vas en fait tourner très très vite tes cartes, et tu vas vite perdre de l'efficacité, perdre des cartes, et puis tu vas être moins bon. Donc là, on est sur donc un personnage qui est aussi versatile, parce qu'on a un côté combat au corps à corps et un côté combat à distance. Donc il va falloir choisir aussi sa posture en fonction de la situation. Mais pareil, là, je crois pas, je pense qu'à Gloomhaven, il y a aucun personnage, même dans les... Dans ceux qui sont débloqués, j'en sais rien. Même ce qui est dans les débloqués, enfin moi j'en ai pas vu, quoi. Donc il a plein d'affinités avec plein d'éléments. Ouais, en plus il a plein d'éléments qu'il va pouvoir infuser, qui sont doubles en fonction du choix. Donc là on est sur un perso, là déjà gérer un deck de cartes, c'est chaud. Là il va falloir gérer 2 et autres. Par contre, bon ben voilà, pour les gens qui aiment un peu réfléchir, un peu avoir de la possibilité haute, c'est top. Enfin voilà. Donc ouais, ça donne aussi effectivement un renouveau dans le type de gameplay. Ouais, et puis ce que je trouve qui est sympa, c'est que même si on a joué à Gloomhaven avec des personnages de départ et autres et compagnie, parce qu'on pouvait se dire, on pouvait avoir un peu peur à un moment, on se dire ouais, mais finalement je vais jouer les mêmes personnages, ça va être la même chose au début. En plus au début, je vais avoir des personnages qui vont être bof par rapport à ce que j'avais débloqué dans l'autre au niveau des mechas. Et franchement, bah c'est pas le cas, parce que là, quand tu vois les mechas de ces personnages, avec ces règles un peu spécifiques pour chacun, et puis vraiment
vraiment des modes de fonctionnement complètement différents, ça donne juste envie de les jouer, quoi. Enfin, moi, franchement, quand je les ai vus comme ça m'a juste donné envie de jouer, et je me dis, ah, lequel je vais jouer, celui-là, il est trop bien, il y a la méca, c'est sympa, donc c'est plutôt bon signe, je trouve, et ça, par contre, ça veut dire aussi que, c'est encore une fois, c'est pas un jeu que tu vas prendre comme ça à la légère, si tu connais pas, parce que les personnages, la mécanique est exigeante, c'est que les scénarios sont difficiles, comme je pense, bon, après j'en ai pas fait 40. Oui, tu joues même le premier, tu t'es... Ouais, on s'est fait, mais bon, on a... Oui, mais voilà, c'est pas facile, quoi. Enfin, non, c'est pas facile, on a fait un peu, on a une remise en route un peu difficile. Une remise en question, après. Ouais. Bah, après, on se souvient, on n'ouvre pas une porte n'importe comment, enfin bref. Voilà. Donc on avait donc avec les personnages de départ qui sont techniques, un jeu qui est assez exigeant, avec la phase de gestion de l'avant-poste qui se rajoute en plus du jeu qui est là. On est vraiment sur du Gloomhaven plus quoi. Donc, après, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ceci étant, ceux qui seraient intéressés par cela, mais qui sont un peu hésitants sur le gameplay, etc., vous avez aussi la version numérique du jeu qui marche très bien, qui est très accessible, ça vous prend par la main, et ça vous permet aussi de voir si la mécanique, même c'est évidemment c'est du numérique, moi j'aime pas jouer en numérique, moi, pas non plus. mais ça n'empêche que ça permet de se dire, bah tiens, peut-être que je peux le tester aussi de cette façon-là, avant de le sortir à la maison. C'est une des options dont on n'a pas parlé, quoi. Mais donc pour répondre à la question, si vous avez aimé Gloomhaven, franchement, pour toi, c'est vraiment le Gloomhaven 2.0, quoi. Ouais, je vois pas comment vous pouvez pas aimer, de jouer à Gloomhaven. Il a gommé quelques-unes des problématiques du Gloomhaven 1. Bon, je suis pas allé assez, on a fait 2 scénarios, donc je peux pas me prononcer réellement sur l'intérêt du narratif et autres, mais quand on écoute un peu les autres personnes qui en parlent, bon ben voilà, il y a quand même beaucoup plus. On voit avec ce livre de section qu'on a plus de narratif, qu'on a cet aspect de gestion de savant-poste qui, en termes de l'immersion, d'implication dans la partie, rajoute quand même quelque chose. Les personnages qui, quand ils partent en retraite, vont aider à faire progresser la ville et autres, donc ça aussi c'est cool, et ça donne envie un peu de faire beaucoup plus de personnages pour pouvoir découvrir plus de choses. Donc ça, plus les personnages de départ qui, moi, je trouve vraiment super sympa, super stylé. Et puis, il y en a qui me disent des fois, qui me demandaient en vidéo, qui me disaient, oui, mais Gab, souvent je montre beaucoup de jeux en anglais, il faut dire ce qui est, hein, sur les dungeon crawlers, etc. Et c'est vrai qu'en français, comme tu disais tout à l'heure, des jeux traduits en français qui proposent autant des campagnes aussi longues, il y en a pas tant que ça. Il y a Malia qui va arriver, donc fait par des Français, ça va être super, je vous invite à rester attentif là-dessus. Mais après, en français, vous en avez pas non plus, c'est souvent, ou c'est une trad, mais bon, il y a pas 1000 trucs. Et après, donc là, c'est ce que t'es en train de sortir, là, effectivement, ça c'est la version Kickstarter. Ça sortira aussi en boutique, on sait pas quand, mais il y aura, pour la mise en place, pour aller plus vite. Et là, du coup, c'est vrai que ceux qui veulent pas ceux qui aiment les tuiles, ça correspond pas, mais ceux qui ont pas spécialement envie de jouer avec les tuiles ou qui veulent une mise en place plus rapide, il y aura plus tard, alors là c'est en anglais, mais il y aura aussi la version française qui arrivera, mais ça sera de toute façon en extension, donc c'est-à-dire vous pouvez très bien acheter la boîte de base, jouer, et puis à un moment donné, quand ça arrivera en français en extension, récupérer aussi l'extension qu'on appelle le livre de, comment, je sais pas comment t'appelles ça, mais de jeu, quoi, de plateau. Ouais, quoi. le livre... Qui du coup en extension c'est quand même une cinquantaine d'euros, tu m'avais dit, hein, pour le Kickstarter, donc ça rajoute en fait ça existe déjà, les Mâchoires du Lion est basé sur un livre comme ça, et l'avantage en fait, là on va avoir le scénario 0 qui est ici. Donc ça je spoil pas grand chose, ou le scénario 1 même qui est là, hein, c'est pareil, on spoil pas grand chose, et en fait on va retrouver exactement ce qu'on avait dans le livret de scénario, sauf qu'on a la carte à l'échelle. Donc en fait on n'a pas besoin au niveau du setup de chercher la tuile, de poser les éléments spécifiques et autres, aller les chercher. Quand on doit ajouter, on rajoute ici alors ça prend quand même de la place, hein, parce qu'en fait on va combiner, là par exemple on combine 3 bouquins, donc ça il faut tu combines plusieurs bouquins, il faut avoir de la place, parce que vu qu'on n'a pas que les tuiles, par contre on a tout le rappel de tous les éléments, c'est-à-dire que en fait le livre de section et le livre de scénario qu'on a avec les caractères spéciales, on n'a plus besoin de le sortir parce qu'il y a tout qui est rappelé ici. En fait, ils ont tout repris. C'est pour ça qu'au début, je comprenais pas pourquoi ils l'avaient. Alors, déjà, faut
l'avantage c'est que c'est un gros avantage parce que la mise en place est plus rapide. Par en fait, contre, c'est un des il faut du temps. Mais pourquoi ils l'ont pas mis de et, suite dans la boîte de base? Parce que comme tu l'as dit, quand même, ça ferait 50 € de plus. Et déjà qu'on est dans le tarif officiel, ça serait 250. Ça veut dire que ça sera un jeu à 300 balles et ça rajoute encore en plus un truc, quoi. Donc c'est vrai qu'il y en a qui ont pas envie de jouer avec un livre comme ça. Mais ça, je vous tiendrai au courant dès qu'il y aura ça en français. Parce qu'au début, je me dis, mais pourquoi ils l'ont pas sorti de suite? Ils ont bien fait les stickers. Mais parce qu'effectivement, t'as tout le texte à trad, quoi. Donc toute la mise en page à refaire parce que là, donc après, on a donc on voit un peu tout. Bon. Et ça, et c'est vrai que là, ouais. Enfin, alors ça, moi, bouquin, mais t'en as 3, du coup, tu disais, t'as 4 bouquins, ouais. Donc ça prend une certaine. Ça prend de la place. Après, pour la mise en place et autres, ça fait gagner un temps de fou, quoi. Moi, franchement, je trouve ça vraiment top. Mais parce qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin de chercher les tuiles, pas besoin de les combiner, pas besoin de chercher les tuiles, les petites tuiles qu'on met dessus. Donc on gagne un temps assez énorme. On ouvre et tout de suite on est dans le truc. Ouais. Oui, il y en a qui pourraient se dire bon bah tiens, je prends le jeu, je me lis les règles, je commence à tout installer un tout et puis après j'attends. Mais quand c'est que ça sortira en français, ça, les amis, je n'en sais rien. Donc c'est vrai que si vous voulez jouer qu'en français, pour l'instant, ça n'existe pas en extension. Ça a son prix aussi, mais c'est vrai que ça a ses avantages. La mise en place, elle est largement facile, accélérée. C'est clair. Et ben écoute, ça fait déjà une belle, une belle présentation. Je pense. Je te remercie en tout cas pour les différences, etc. Moi, c'est vrai que ça donne envie de se dire bon allez c'est parti. Peut-être qu'il y a un bard, allez savoir. Peut-être découvrir un bard dans le jeu, mais de se dire allez découvrons un peu les nouveaux scénarios, l'histoire, l'évolution de la cité, toutes ces choses comme tu l'as très bien dit, qui font que ça donne envie de. Ok, le gameplay il était bien, mais les défauts qui sont gommés de ce 2.0. Et ben écoute, après c'est à tester pour savoir. Je sais qu'il y en a. On n'a pas de jeu en cours, donc on peut. Ouais, mais ça va. C'est pas comme si on avait 50. On peut se lancer dans une campagne. c'est pas comme s'il y avait 50 campagnes en même temps. Voilà, en tout cas sur la boutique là, à l'heure de cette vidéo là, il y en a quelques-uns là que j'ai reçus. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite en description, je mets le lien de la boutique garageux.shop à commander si vous êtes intéressé pour soutenir la chaîne et pour avoir un tarif préférentiel évidemment. Et après peut-être que vous regarderez cette vidéo trop tard et qu'il n'y en aura plus, donc attention, dépêchez-vous. Et puis moi je verrai en fonction si j'ouvre une boîte, mais pour l'instant de toute façon avec ce qu'on a à taf, c'est en gros le jeu m'intéresse. Ça donne envie de découvrir, mais tu dis bon pour l'instant j'ai déjà de quoi du grain à moudre avant de quoi faire. Ouais. Mais c'est par contre la question, on pourrait dire pour finaliser tout ça, c'est comme c'est un jeu où il faut minimum 2 héros, est-ce que c'est un jeu qui est est-ce que c'est un des jeux qu'il faudrait orienter les gens qui veulent jouer que en solo? Je sais pas, à la fois les gens, il y en a beaucoup qui jouent que en solo à Gloomhaven par rapport en fait Gloomhaven, il y en a énormément de gens qui jouent solo. Le jeu est plus simple, donc la difficulté est augmentée et autres, mais en solo, on est vraiment presque encore plus dans le puzzle game, parce qu'en plus on va optimiser ces 2, 3 ou 4 personnages en fonction de combien on veut en jouer, et donc là on va positionner et autres. Donc si ça a un intérêt. Mais tu vois par rapport à d'autres jeux, quand même, je trouve qu'il a. Enfin, il y a d'autres jeux où tu dual hand, enfin tu fais deux persos, et tu dis bon à plusieurs ou tout seul c'est presque pareil. Lui, avec comme tu disais les initiatives cachées, avec des quêtes perso, je sais pas, t'as toujours quand tu rentres dans un donjon une quête perso. Parce que dans le 1 du nom, des fois t'avais ta quête, les autres ils savent pas ce que t'as comme quête, tu la pioches, t'es là, t'as fait je dois faire ça, puis tu regardes tout le monde, tu fais putain je vais là. C'est mes potes, mais quand même qu'on est des mercenaires, faut pas déconner. Si je pouvais récupérer toutes les pièces, j'aurais de l'XP en plus. Et ce petit côté là. Et tu connais tout quoi. Mais ce côté fait quand même que t'as envie d'y jouer à plusieurs. Enfin, par rapport à d'autres où moi je trouve qu'il y a le fait de l'interaction entre les persos, tu vas me dire dans tout ce genre de jeu. Mais moi je me rappelle que mes parties à 3 et 4 joueurs, si j'ai arrêté de jouer, c'était pas par rapport au nombre de joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un jeu alors ça dure longtemps, mais les parties, enfin, ça s'y prête bien à 2, 3, 4 joueurs. Voilà, tout ça pour dire ça. C'est-à-dire que t'as des jeux où quand tu joues à 4, tu fais, quelle galère. Je joue à primal, 3 c'est le maxi, tu dis 4 c'est l'enfer. Alors ça, tu te après, ça devient long, sur celui-là, ça. Non, celui-là, ça sur ce problème. Sur Gloomhaven, après, sur cela. Frosthaven, c'est pareil, c'est vrai, la même mécanique. L'évolution de la ville, quoi. Et bah écoute, merci. Bah de rien. Et puis faites-nous un petit. Peut-être un autre moment. Bah écoute, oui, bien sûr, avec plaisir. Faites-nous un retour sur tout ça, sur ce que vous en avez pensé, et puis voilà, vous faites de toute façon en commentaire, on écoute vos remarques. À bientôt. Merci. Bye bye Julien. Ouais, ciao. Au revoir. Au revoir.